Après les interventions de ce matin avec Marc et Damien, on consacre cet après-midi à parler de nous. Nous, France Travail, nous, conseillères, conseillers, nous, psychologues du travail, nous, gestionnaires appui, nous, direction d'agence, nous, fonctions support. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers, sur nos missions et qu'est-ce qui arrive? Alors avant d'aborder vraiment le concret, on va parler aussi de nous en tant qu'organisation syndicale de lutte et de transformation sociale. Comment on fait aussi pour travailler avec les personnels, avec la direction, pour faire valoir nos intérêts collectifs. Nous avons tenu un congrès national, la FSU Emploi, donc en 2024. Et une des thématiques que nous avons largement du coup abordées, c'était forcément l'intelligence artificielle. Donc, on a pu développer un mandat, en tout cas des pistes de mandat. Et peut-être que c'est bien des fois de se rappeler ce qu'on vote collectivement et ce qu'on aborde collectivement. Parce que ce n'est pas un truc qu'on met pour caler une armoire, c'est bien pour s'en servir et enrichir nos réflexions. Et donc, lors de notre congrès, nous avons fait intervenir la quadrature du net pour nous permettre d'affiner notre réflexion et, comme le disait Damien ce matin, en fait, d'être technocritique et de pouvoir mieux appréhender les choses. Et donc, dans notre thématique, défendre notre établissement en tant qu'établissement public national avec des prérogatives et des moyens renforcés, nous avons intégré toute une partie dédiée à l'intelligence artificielle. Et donc, notre mandat, c'est celui qui vous est projeté derrière. Donc, l'intelligence artificielle, son développement, sa force, ses usages sont des questions primordiales, dont se saisit la FSU Emploi. Donc, en travaillant la sémantique, intelligence artificielle, algorithme, numérisation, dématérialisation, automatisation, de quoi on parle? Informatique avancée. C'est ce qui, du coup, nous a conduit collectivement à organiser les heures mensuelles d'information nationale. Donc, il y a eu une information nationale qui a eu lieu le 7 octobre après-midi, qui a rappelé en fait l'historique de l'intelligence artificielle, des prémices de l'informatique avancée, comment on en est arrivé aujourd'hui aux algorithmes, à ChatGPT, etc. Nous avons notre conférence donc en Occitanie qui se tient aujourd'hui, mais c'est aussi cet après-midi, pareil, la continuité de l'information nationale avec, pareil, 1 heure d'information qui sont consacrées du coup à l'intelligence artificielle pour l'ensemble des établissements régionaux de France Travail. Donc ça, c'est notre boulot et essayer du coup de pouvoir expliquer réellement qu'est-ce qui se cache derrière les termes, algorithmes, numérisation, etc. Le deuxième aspect, c'est du coup créer un glossaire anticipant les projets de la direction avec des incidences sur les usagères, usagers et le personnel. Alors ça, c'est le glossaire. Alors le glossaire, c'est un bien grand mot parce qu'on ne va pas vous sortir un dictionnaire, parce que déjà, d'une, ça serait hyper chiant, et de deux, je ne suis pas sûre qu'on soit hyper bon là-dessus. Par contre, là où on est bon, c'est sortir des communications et vous tenir informés. Donc là, vous l'avez vu encore la semaine dernière, il y a eu un CSE en Occitanie avec la présentation d'un dossier de l'intelligence artificielle Kenéo. Notre force, c'est de pouvoir, dès vendredi après-midi, vous envoyer l'information sur Néo. Qu'est-ce que c'est que Néo? Quels que sont les dangers? Et bien évidemment, après, c'est repris lors de nos animations en conseils départementaux pour aller un peu plus dans le détail, parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus sur un tract. C'est aussi permettre de donner, du coup, à voir sur ce que l'on fait. Donc là, notre conférence aujourd'hui est enregistrée. Elle est présente, elle sera présente sur YouTube. Et on va pouvoir, du coup, s'en resservir pour pouvoir alimenter au fur et à mesure nos réflexions collectives en se remémorant ce qu'on s'est dit aujourd'hui, au fur et à mesure que les projets de la direction vont pouvoir avancer. Pour nous, ça nous permet de pouvoir travailler sur les risques. C'est Pierre ce matin qui parlait qu'il y a tout un enjeu autour de l'identification des risques professionnels auxquels les personnels de France Travail sont exposés. Donc c'est le risque, bien évidemment, de l'individualisation des pratiques de travail, derrière son ordinateur avec une préconisation, une prédiction d'orientation qui peut nous être faite. Mais c'est aussi, et surtout pour nous, parce que c'est capital, c'est le risque sur la socialisation et le développement collaboratif d'idées. On va perdre les échanges de pratiques, on va perdre les échanges entre pairs au profit d'une machine qui nous donnerait une solution toute trouvée. Parce que face à un portefeuille agile de 1200 demandeurs d'emploi, il sera beaucoup plus facile d'appuyer sur un bouton pour nous dire « je vous prescris un atelier CV » que d'échanger avec les collègues peut-être sur quel serait le parcours le plus adapté pour ce genre de personnes.
Donc forcément, ça a un impact sur l'appauvrissement des savoirs, sur la transmission à l'heure du coup de la dématérialisation. Et c'est Damien qui parlait ce matin de la formation. On a des collègues qui ont connu 6 mois de formation avec des dossiers, etc. Maintenant, on a un socle commun qui est réduit à peau de chagrin, où il n'y a même pas une conduite d'entretien qui permet du coup de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait dans une relation duale avec un être humain face à nous. Et donc forcément, c'est une atteinte aux subjectivités des personnels. Hein, vous savez, quand on travaille, on a toujours du coup le prescrit, ce qui nous est demandé par notre direction. Il y a le réel, ce qu'on met en œuvre, et il y a la subjectivité qui nous est propre, ce que nous on ressent, ce qu'on y met comme sens, comme valeur professionnelle pour exercer son métier. Et donc forcément, là, ça nous atteint tous sur la désobéissance, l'asservissement, etc. Voilà. Ensuite, nous avons le mandat d'identifier les situations réelles rencontrées, les rendre publiques, pour partager là où les critiques qu'on pourrait avoir, tant avec le personnel, mais aussi et surtout avec les usagères et usagers. Et je vais le lier avec le 4e point, c'est analyser, dénoncer et combattre les utilisations que la direction pourrait en faire visant à réduire les effectifs, déqualifier nos métiers et réduire le droit des usagères et usagers. Et là, on va prendre une illustration d'un travail qui est mené depuis notre congrès 2024. C'est autour du CREU, du contrôle de la recherche d'emploi rénové. Alors, ce n'est pas pour cibler le CREU, parce que tous les emplois de France Travail sont concernés, mais le service du CREU, en fait, est mis en avant par notre direction générale comme un outil, un lieu expérimental de développement de l'IA de façon très, très, très poussée. Et vous verrez que ce n'est pas anodin et ça rentre en fait dans le cadre du contrôle social de la population. Donc, on a travaillé avec la Quadrature du Net sur le CREU rénové. Parce que si vous avez suivi peut-être dans vos agences des ateliers qui sont présentés par l'équipe du CREU, vous voyez que désormais, on a du coup de l'automatisation de certains contrôles qui sont faits avec une boîte noire dont parlait Marc dans son intervention ce matin, et un accès aux données via la CADA dont parlait Damien, où nous, représentants du personnel, nous n'avons pas accès, qui est refusé par France Travail. Du coup, on a fait intervenir la Quadrature du Net et qui a intégré France Travail dans le programme qui s'appelle France Contrôle, où nous avons retrouvé la CAF, la CNAM, qui ont du coup les mêmes caractéristiques que France Travail sur en fait, le profilage de population qui doivent tomber plus facilement dans du contrôle parce que potentiellement plus de fraudeurs et sûrement vachement plus de feignants. Donc, on a pu voir, vous avez suivi dans les médias, que la Quadrature du Net fait un recours contre les pratiques discriminantes des logiciels de la CPM et de la CAF sur du ciblage de personnes en précarité, en situation de handicap, les mères isolées, avec une requête qui a été déposée au sein du Conseil d'État. Avec France Travail, vous le savez, l'objectif, c'est de pouvoir massifier les contrôles. Donc, pour aller plus loin, plus vite, plus fort, on développe l'intelligence artificielle. Et du coup, avec le CREU rénové, nous avons une automatisation renforcée des contrôles avec ce que la direction appelle les robots d'aide à l'analyse du dossier. Vous savez, les fameux faisceaux d'indices, là, le machin rouge, orange, vert, voilà. Et le CREU rénové rentre du coup de plein en plein dans le plan d'efficience avec l'objectif de la direction de faire réduire le nombre de conseillères et conseillers en charge du contrôle de la recherche d'emploi. Donc plus de contrôle, mais moins de personnel humain pour les réaliser. Donc du coup, les robots ont pour tâche, et là je prends les termes de France Travail qui ont été communiqués à la Quadrature du Net pour expliquer à quel point, la main sur le cœur, France Travail en fait, fait vraiment de l'éthique dans son intelligence artificielle. Donc les robots ont pour tâche de classer les personnes à contrôler selon différents degrés de suspicion. Et ce n'est pas la police qui vous le dit. C'est-à-dire un profilage algorithmique sur la base des données personnelles détenues par France Travail. Hein? Nationalité, origine supposée, âge, statut social. Voilà. Du coup, la Quadrature nous aide à pouvoir identifier
à travailler en tout cas sur ce fonctionnement pour le combattre politiquement. Parce qu'on le voit derrière, et Damien l'a abordé aussi, c'est que nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des régimes totalitaires et fascistes qui arrivent très rapidement en France. Vous savez que la gouvernance de France Travail a quand même évolué maintenant. Hein. Ce n'est pas France Travail qui, du coup, est le seul maître à bord. Nous avons des pilotages qui sont à la fois nationaux, régionaux, départementaux et locaux. Nous avons déjà des mairies qui sont d'extrême droite. Il y a bon nombre d'outils qui pourraient permettre du coup d'avoir des profilages et de pouvoir avoir peut-être des mesures de préférence nationale qui se mettraient à jour très rapidement du coup et qui nuiraient aux droits bien évidemment des citoyennes et des citoyens. Voilà. Donc il y a ce combat politique, mais bien évidemment c'est aussi le combat syndical par rapport à toutes les politiques de contrôle social de la population pour mieux asservir et limiter les libertés publiques. Voilà. Ce matin, je crois que c'est Damien qui parlait de cash investigation parce que du coup, ils avaient abordé la question des finances publiques. Dans ce cash investigation, on a aussi eu notre cher directeur général qui du coup était très stupéfait qu'on puisse se poser la question si France Travail utilisait des algorithmes. Pour lui, c'était un autre sujet. À France Travail, il n'y a pas d'algorithme. C'est ce qu'il dit publiquement à cash investigation. Et c'est ce qui a permis, du coup, de pouvoir d'autant plus mettre sa parole en défaut, parce que, bien évidemment, à l'heure actuelle, quand on prend les statistiques sur le contrôle, nous avons étrangement une surreprésentation des personnes sans bac ou bénéficiaires du RSA parmi les personnes radiées ou contrôlées. Tout ceci, bien évidemment, est pure coïncidence et fortuit. Voilà. On tenait à vous faire une alerte, parce que nous sommes donc au mois de novembre. Nous sommes à une vingtaine de jours de la journée internationale de lutte pour l'éradication des violences faites aux femmes, sur laquelle nous sommes toutes et tous engagés. Et il y a une pratique qui se développe dans les territoires, les départements, qui doit nous mettre un peu la puce à l'oreille. Vous savez que dans chaque département, nous avons ce qu'on appelle un CODAF, un comité départemental antifraude. Donc ça, c'est une cellule qui est rattaché du coup au ministère du Travail. Mais pas que. Ainsi, nous avons vu apparaître dans certains départements que lorsqu'une femme porte plainte pour violence conjugale, la police va mener une enquête et va faire auprès de la CAF et de France Travail une demande pour savoir si la personne se déclare du coup au bout de quelque temps mère isolée, si elle touche les minima sociaux ou d'autres aides sociales. Selon les réponses, les échanges, le CODAF, donc ce comité du coup départemental, va demander à la CAF et à France Travail d'engager potentiellement des sanctions pour fausse déclaration. Si nous avons une femme qui déclare « Je suis partie du domicile conjugal parce que je suis violentée », si, admettons, France Travail se rend compte que finalement, cette personne, elle ne nous déclare pas être isolée ou la demande qui nous serait faite par le comité départemental serait de sanctionner la personne pour fausse déclaration, car il y aurait du coup un contraste entre ce qui est déclaré à la police et ce qui est déclaré à l'administration de l'emploi, par exemple. Donc là, on voit bien que nous avons quand même un sacré problème lié d'une au secret de l'instruction. Comment un OPJ, une OPJ pourrait du coup aller là-dedans. Et surtout, c'est que, bien évidemment, la femme, à l'occurrence, ne sait pas qu'elle est contrôlée par France Travail parce qu'elle a déclaré porter plainte pour violence conjugale. Voilà. Ça, ce n'est pas de la science-fiction. Nous avons des cas avérés en France sur des pratiques comme cela. Pour l'instant, moi, à ma connaissance des échanges qu'on a pu avoir avec les associations féministes, on n'a pas identifié ces pratiques-là sur la région Occitanie. Encore une fois, c'est des choses nouvelles qui arrivent avec du coup l'expansion des échanges de données. Donc c'est quelque chose sur lesquels on pourrait potentiellement être questionné et professionnellement avoir quand même des choses à dire, y compris nous syndicalement face à notre direction générale et régionale. Voilà. Donc on voit bien du coup que ces outils d'intelligence artificielle, comme je le disais tout à l'heure, servent vraiment à avoir une traduction technique d'une politique de contrôle social et surtout d'une répression
vis-à-vis des plus faibles. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, hein, on n'arrive pas à taxer les plus riches. Par contre, on arrive à supprimer la prime de Noël pour les plus pauvres. Voilà. Donc on voit bien que du coup, on est toujours très fort avec les faibles, mais qu'on est très faible avec les forts. Voilà. C'est une des raisons qui nous pousse à de demander un audit indépendant sur les algorithmes utilisés dans les services publics, et donc particulièrement à France Travail avec la bête infernale qui est devenue France Travail, pour amener le plus d'objectivité dans les éléments et pouvoir donner l'accès aux informations, au personnel, mais aussi aux usagères et usagers. Donc du coup, la Quadrature du Net a intégré dans son programme de France Contrôle, qui peut amener du coup à intenter des actions en justice au Conseil d'État contre France Travail, hein, donc pour nos intérêts, pour demander du coup à avoir la connaissance de la boîte noire et ce qu'on pourrait du coup tout détricoter. Pour l'instant, la position de la Direction générale de France Travail, c'est refuser toute information sur la boîte noire des algorithmes utilisés à France Travail. Comme le disait Damien, une procédure CADA, c'est très 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 long. Mais surtout quand une direction générale s'oppose à donner toutes les informations à la CADA. Donc on a beaucoup de mal. Donc c'est un travail de longue haleine qui est engagé, mais là-dessus, du coup, voilà, on maintient la pression, et y compris du coup avec les instances nationales, c'est un point du coup très pointu. Ensuite, nous avons collectivement un mandat sur travailler avec notre fédération sur un mandat d'études avec un point spécifique en INS, hein, donc l'instance nationale de notre secteur, notre Parlement, pour aborder du coup l'intelligence artificielle et ce qui se développe. La FSU nationale organise des cycles de formation sur l'intelligence artificielle. Donc on a pu du coup travailler sur ces journées nationales où on a pu intervenir. Notre syndicat national est intervenu sur ces journées avec la question de l'intelligence artificielle et de l'emploi. L'intelligence artificielle et l'impact sur les qualifications et donc sur les conventions collectives à terme, quand on a du coup des attaques qui sont menées sur ces représentations-là. Donc c'est à la fois du coup des aspects généraux techniques. Donc comme je vous l'ai dit avec la revue du SNESUP et du SNCS, deux autres syndicats nationaux, c'est pouvoir travailler sur la technique et qu'est-ce qui se cache derrière avec du coup le langage mathématique et du 01, 01, 01, mais aussi du coup concrètement les impacts sur nos métiers, nos qualifications et la reconnaissance professionnelle. Mais c'est aussi tout le travail avec l'Interpro, donc les stages nationaux qui sont organisés par la FSU se font avec la présence de Solidaire et la présence de la CGT, avec un travail en commun qui est porté du coup sur tous ces aspects-là, parce que tout seul, on ne va pas être plus intelligent, on va être encore moins fort face à notre direction générale qui, elle, est très bien organisée, parce qu'on voit bien qu'il y a une technique globale d'uniformiser les affaires. Donc il est aussi important pour nous de pouvoir travailler avec du coup, nos camarades de la CGT et de Solidaire pour être beaucoup plus forts face à une stratégie gouvernementale. Voilà. La question aussi du travail de la fédération, c'est que nous avons intégré le collectif Hiatus, qui est un collectif du coup, qui exige la maîtrise démocratique de l'intelligence artificielle. Donc c'est la limitation en fait, de ces usages pour faire primer les droits humains, sociaux et environnementaux, hein, ce qu'on abordait ce matin. Donc en fait, on le voit bien avec l'action publique, hein. On a une véritable symbiose entre l'intelligence artificielle et l'austérité. On a aussi les aspects du coup socio-éducatifs, avec toutes les conséquences anthropologiques, sanitaires et sociales sur l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Le coût écologique, bien évidemment, qui est colossal et dont on n'arrive pas encore à mesurer, donc avec les coûts sociaux et les coûts environnementaux. C'est aussi le néocolonialisme, parce que les codages, comme on l'a dit ce matin, un des grands pays qui fait du codage pour les grandes entreprises et les États du Nord, c'est Madagascar, avec du coup tous les problèmes sociaux qu'on peut avoir dans ces pays-là. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des principaux. Et bien évidemment, c'est tous les aspects liés à la déqualification, à la dépossession de notre outil de travail, tout en renforçant le contrôle managérial. Damien disait que dans l'administration du coup des finances publiques, il y avait un objectif d'utilisation de 50%. Alors nous, la main sur le cœur, bien évidemment, hein, France Travail te dit tout le temps, non mais t'inquiète, hein, c'est pas obligatoire. Mais vous savez, c'est comme l'autodiagnostic. L'autodiagnostic, en fait, c'est pas obligatoire. Hein,
Mais tu as l'impression en fait que c'est obligatoire à l'insu de ton plein gré. Et du coup, tu te retrouves planifié pour faire un autodiag et tu te dis, ben merde, j'ai dû rater l'épisode, en fait, il faut que je le fasse. Bon, ça nous pend au nez cette couillardise, que l'intelligence artificielle, la main sur le cœur, on ne devra jamais l'utiliser, sauf que l'organisation du travail fera que, malheureusement, on en fera appel, mais parce qu'on aura sur un portefeuille agile avec 1200 demandeurs d'emploi et qu'à un moment donné, ben, il sera peut-être plus simple d'appuyer sur le bouton, mais surtout, parce qu'on culpabilise et on surresponsabilise l'usagère et l'usager. Parce que l'usagère et l'usager, lui aussi, il a son intelligence artificielle sur son profil. Et lui aussi, avec le contrôle, on lui demande d'appuyer sur le bouton, parce que du coup, le contrôle lui dit « Mais on ne comprend pas. Vous aviez plein de propositions, vous avez cliqué sur aucune. Vous êtes couillon ou quoi ?» Et donc, de facto, nous-mêmes, on va conseiller aux gens potentiellement d'utiliser ces outils-là pour pas qu'ils se fassent sanctionner. Donc, on est aussi piégé quelque part dans ce cercle non vertueux de l'utilisation à l'insu de notre plein gré de ces outils technologiques. Voilà. Ensuite, il y a du coup, par rapport à l'exigence d'ouvrir la boîte noire et de pouvoir rendre le fonctionnement public compréhensible, c'est le travail qui est mené. Alors, avec la Cour des comptes, ce n'est pas nos meilleurs potes, mais des fois, ça peut servir. Voilà. C'est aussi la défenseure des droits qui sort chaque année des rapports, qui disent toujours la même chose, la déshumanisation du coup, des services publics, qui du coup alimente la montée quand même de l'extrême droite, hein, malgré tout. Et puis là, on a quand même eu un rapport qui a été rendu et qui concerne vraiment France Travail. C'est le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et qui a rendu un rapport acerbe sur les choix stratégiques de France Travail. Et donc, il faut pouvoir mener un travail avec eux d'analyse sur le terrain pour pouvoir montrer tous les méfaits de l'intelligence artificielle. Du coup, donc ça, c'est des choses qu'on travaille nationalement, localement, je dirais, pour donner des billes aux différents partenaires, notamment sur les comités de l'emploi qui existent à tous les différents niveaux. Et donc, bien évidemment, c'est de pouvoir illustrer dans la vraie vie le contrôle social et la déqualification de nos métiers. Donc, c'est pouvoir organiser un débat collectif comme on le fait aujourd'hui, mais beaucoup plus largement lors de nos conseils départementaux, pour à la fois avoir le côté là qu'on va aborder, le dialogue social, ce qui se passe dans les instances représentatives du personnel, mais c'est aussi le débat démocratique sur le déploiement de ces techniques au travail, au service public et l'impact du coup sur notre modèle social, de faire de la solidarité du coup notre mantra. Donc l'intelligence artificielle veut déprogrammer nos savoir-faire, mais notre intelligence collective avec la FSU Emploi, nous on sait quoi faire, bien évidemment. C'est défendre le lien humain au sein du service public, c'est défendre le personnel et les usagers des deux côtés du guichet. Pas mal, hein, comme petite phrase, hein, pas mal, pas mal. Ouais. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore une autre. Voilà. Du coup, là, on va rentrer plus dans le débat du dialogue social, comment l'intelligence artificielle, du coup, s'inscrit au sein du fonctionnement de France Travail, tant au niveau national qu'au niveau régional. Salut, rentrez bien, merci à vous. Et du coup, comment ça se déploie et comment vous le recevez et comment collectivement on peut essayer d'agir et d'activer des leviers. Ok, bon alors, l'architecture globale de l'intelligence artificielle au sein de France Travail, elle est, vous avez vu, assez tentaculaire. Il y a un schéma derrière qui montre à peu près l'essentiel de ce que ça recouvre, et donc vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc tout ça s'organise autour du sponsoring, bien sûr, les métiers. On fabrique de l'IA, on a de l'éthique qui rentre en jeu, on a des plateformes data IA, donc c'est le fameux support qui va servir ensuite au service public, au réseau pour l'emploi et à organiser un peu tout autour de ça. Et à côté de ça, on a le dialogue social qui est censé s'organiser avec l'ensemble des applicatifs que va recouvrer France Travail et de l'ensemble de l'intelligence artificielle qu'on va avoir en interne. Pour discuter de cette question-là, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de parler du cadre éthique.
parce que c'est la première chose qui a été ramenée et par la CNIL et par l'ensemble des organismes externes de contrôle. Donc pour pouvoir arriver à mettre en place une intelligence artificielle au sein de France Travail, il a fallu que France Travail montre signe de bonne volonté et donc a construit un cadre éthique autour de ce sujet. Et le programme a été lancé depuis 2018. C'est le fameux programme Intelligence Emploi pour les plus anciens. En tout cas, vous en avez déjà entendu parler, c'est obligatoire. Donc, intelligence emploi, c'était déjà les prémices des algorithmes et de l'entrée de l'intelligence artificielle au sein de France Travail. Ce cadre de référence n'a fait qu'augmenter avec le temps, l'idée étant bien sûr qu'on puisse arriver à avoir une intelligence artificielle totalement opérationnelle. Il y a simplement 2 à 3 ans que la direction générale a pris le parti de concevoir un système interne, donc ChatFT, dont on parlait ce matin. Mais ChatFT, c'est un des axes en fait, de l'intelligence artificielle au sein de France Travail. Il y en a 4. J'y reviendrai tout à l'heure. Et le principal argument de concevoir ChatFT, on le disait ce matin, c'était de pouvoir dire que ça protégeait mieux nos données. Parce que les collègues, soi-disant, parce qu'après à la vérification, en fait, le nombre était assez faible, mais les collègues utilisant ChatFT faisaient sortir nos données à l'externe, et notamment vis-à-vis de la Chine et d'autres risques divers de récupération, en fait, de captation de nos données internes et des données évidemment des demandeurs d'emploi, entre autres. Et donc là, pour sécuriser le système, on nous a expliqué qu'il fallait absolument concevoir cet outil. Ce qui a été, d'ailleurs, les experts de ce matin ont confirmé que c'était probablement la bonne option, mais dans la mesure où effectivement l'intelligence artificielle était bien l'objectif final qu'on essayait d'atteindre. Donc on a la fameuse charte éthique au sein de France Travail, et cette charte éthique, elle est portée par un comité consultatif externe et par le pôle éthique de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des organismes externes de contrôle de ce qu'on fait au sein de France Travail, parce qu'il est très clair dès le début, et ça a été pointé, que les biais risquent évidemment d'arriver, et parmi les plus grands risques, il y a évidemment les risques de discrimination à l'interne. Donc cette charte éthique, elle est constituée autour de 7 volets qui s'affichent là. Finalité et légitimité des algorithmes. Donc par exemple, l'EDO, ce sera un algorithme. Donc l'algorithme n'est pas de l'intelligence artificielle en soi. Hein. C'est un outil, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle en soi. Et en tout cas, ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative. L'humain au centre, l'intelligence artificielle au service de l'humain, équité et non-discrimination, puisque ça, c'est censé être quand même un de nos piliers élémentaires, puisque on est quand même un service public. Hein. Liberté de choix, c'est ce dont Alexandra parlait, et d'ailleurs Damien aussi ce matin, pour nous dire que pour le moment, en tout cas, ce qui est prôné, c'est que l'utilisateur final doit pouvoir faire ce choix d'utiliser l'intelligence artificielle ou ne pas le faire. Et une fois qu'il aura la réponse, et donc il aura choisi d'utiliser l'IA, évidemment, il pourra garder la réponse en l'état ou la modifier selon sa propre opinion. Le problème qu'on va retrouver très certainement à terme, c'est qu'il est fort probable que dans quelques temps, au moment des EPA, par exemple, le moment privilégié d'échange avec notre supérieur hiérarchique, on puisse nous demander le pourquoi vous n'avez pas utilisé l'IA, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas MatchFT, on y reviendra, c'est un des outils qui va être mis à votre disposition pour vous faire gagner plein de temps. Et si on ne les utilise pas, on risque d'être amené à terme à devoir se justifier sur le pourquoi de la non-utilisation de cet outil. La transparence, ça on n'en a pas. La sécurité, évidemment, c'est tout le problème de la RGPD et du partage de données. Et l'impact environnemental, évidemment non négligeable, mais dont on a bien compris qu'on a beau nous parler de RSE et nous expliquer qu'il va falloir que tout le monde aille dans les transports en commun parce que c'est beaucoup plus écologique et qu'on travaille tous à 19 degrés avec des mitaines et la doudoune. En revanche, effectivement, on peut utiliser de la ressource à outrance pour pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle. Voilà, bon, c'est un choix. C'est le en même temps, c'est ça. Le
les acteurs de la gouvernance de l'intelligence artificielle, donc on en a parlé déjà. On a le comité consultatif externe de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un organisme externe avec un certain nombre de personnalités qui viennent vérifier le travail au sein de France Travail, parce que là-dessus, la direction générale n'a pas lésiné sur les moyens. Effectivement, ils s'entourent des meilleurs et on est tout à fait dans la collaboration avec tout un tas d'organismes externes qui sont effectivement en pointe sur ces sujets-là. On a le comité interne de l'usage de l'intelligence artificielle, comité interne à laquelle les organisations syndicales ont demandé à participer et pour laquelle on nous a gentiment expliqué que ben non, ça n'allait pas se passer comme ça et que nous ne pourrions pas y participer. Donc le CSEC, donc le comité social économique central, a émis une résolution et a demandé la création d'un organisme à part entière qui permette justement d'avoir des experts et de pouvoir avoir les éléments complémentaires sur ce sujet, ce qu'on a finalement réussi à obtenir et avec lequel on est parvenu à avoir un certain nombre de données, mais vraiment pas toutes. Et on sent bien qu'on ne va pas parvenir à avoir tous les éléments sur ce sujet. L'essentiel à retenir en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est que la direction générale pose le cadre éthique comme étant une espèce de bouclier contre toute problématique qui pourrait se poser en disant ben, nous en fait on travaille bien et on travaille avec les organismes les plus en pointe sur ce sujet, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque on travaille très étroitement, par exemple, avec Labor IA. Labor IA, c'est un laboratoire national qui a été créé en 2021 par le ministère du Travail et qui étudie justement tous les impacts et tous les risques d'impact et sur les conséquences du travail et sur l'intelligence artificielle en tant que risque pour les usagers éventuels des services publics qui publient chaque année des données non négligeables. Et donc, Laboria a réalisé, par exemple, une étude d'impact de l'intelligence artificielle à France Travail en tant qu'auditeur externe. Et puis ensuite, ben, on a un groupe d'experts, évidemment. Alors, on a les usagers, mais enfin, quand même, les usagers sont bien loin, bien voilà, on les sollicite pas beaucoup, y compris dans les comités. Il y a un groupe représentatif des usagers, mais c'est un groupe qui est très peu représentatif et très peu mis en avant. Ouais. Voilà. Donc, étant donné qu'on n'arrivait pas à avoir l'ensemble des éléments sur les sujets de l'intelligence artificielle et qu'on voyait qu'il y avait tout un tas de projets qui se déployaient nationalement, les uns à côté des autres, en tuyau d'orgue, sans nous donner une vision globale, au niveau du comité social économique central, on a voté la mise en place d'une expertise qui a été réalisée par le cabinet De Gest. Et c'est la fameuse expertise sur l'intelligence artificielle. Ce qu'on a demandé aux experts, c'est de nous donner une vision globale de ce qu'allait être l'intelligence artificielle au sein de France Travail, des impacts métiers qu'il pourrait y avoir et des coûts inhérents. Et là, on s'est heurté à quelque chose d'assez inédit, c'est que c'était la première fois, en tout cas de mémoire, au niveau des instances, que la direction a fait autant preuve de rétention d'informations. Les experts n'ont pas, il a fallu les mettre au tribunal, et malgré ce, on n'a pas obtenu les données. C'est-à-dire qu'à ce stade, on est incapable de vous dire quel est le coût financier global investi d'ores et déjà au sein de France Travail sur l'IA, ce qui est quand même assez hallucinant parce que on publie nos comptes, on a la Cour des comptes, on a des contrôles et malgré tout, le coût précis, on ne l'a pas parce que projet par projet, il y a comme ça des projets qui ont été montés à côté d'autres projets et tout ça est dilué et donc on n'a pas réussi à avoir le coût financier total, en tout cas suffisamment fiable. Mais ce n'est pas la seule chose. Sur le contenu même des projets d'intelligence artificielle, il y a tout un tas d'éléments qui ont été totalement hors de portée de nos experts, qui ont dû redemander plusieurs fois les éléments et malgré les demandes répétées, n'ont pas réussi à tout obtenir. Donc on a l'expertise qui est là. Attendez, je vous la montre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la matière, il y a quand même... voilà.
on a des choses, mais malgré tout, ce n'est qu'une partie de ce qui a été, mis en place au sein de l'intelligence nationale. Sur l'intelligence artificielle, donc de quoi on parle au sein de France Travail? C'est une intelligence artificielle générative, on vous l'a dit ce matin, donc capacitante, c'est-à-dire qu'elle augmente les capacités de réponse en fonction de l'apport qu'on en fait. Et ça veut dire que nous-mêmes, en utilisant l'outil, on est nous-mêmes cobayes de la situation. Ce qui a posé aussi un autre type de problématique, parce qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle, et ça a été clairement pointé par les experts, on ne maîtrise pas l'outil en lui-même dans ses débouchés, pour deux raisons. Le premier, qui est lié à l'utilisation même de l'intelligence artificielle, parce que les large language models se retravaillent en fonction de l'apport qui est fait des utilisateurs. Et comme c'est un outil qui est spécifique à France Travail et qui a été créé pur produit interne, il n'avait pas été testé par ailleurs, donc on n'a pas de recul et donc on n'a pas de connaissance à ce stade de quelles évolutions, et c'est vrai que ça paraît comme ça un peu être de la science-fiction, mais pas du tout, on n'a pas idée de ce vers quoi le produit final va ressembler. Au jour d'aujourd'hui, on sait le produit tel qu'il existe ou tel qu'il a été conçu. Mais comme il est en constante progression et qu'il s'alimente de systèmes, alors certes purement internes à France Travail, mais aussi de la totalité des données utilisateurs qui représentent une masse de données qui est gigantesque, on ne sait pas à terme à quoi ressemblera le produit final de chacun des produits qu'on nous propose. Ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est que la direction agit avec nous en mode, alors ça, on en a déjà parlé, Alexandra, je crois, en a parlé aussi, en mode agile. Alors, le mode agile, en fait, c'est une nouvelle méthode qui consiste à dire qu'on teste les choses et que c'est en cours de traitement et que le produit va évoluer au fil du temps. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en tant qu'élus, on est consultés sur des projets, sur quelque chose qui nous est présenté à l'instant T, mais dont on sait que ce n'est pas le produit final et que ça ne le sera pas. Et partir de là, ensuite, il est déployé et ce qu'il en sera à la fin, ma foi, c'est vous qui le créez, c'est nous qui le créons chaque jour. Et donc, ce qu'on va avoir à donner à voir à la fin sur la perspective, à ce stade, on n'en sait rien. Alors, sans rentrer trop dans le langage technique, au sein de France Travail, donc on a 4 grands champs d'intelligence artificielle qui se percutent. On va avoir en interne, donc ça c'est l'architecture. On va avoir en interne ChatFT. Donc ça, on en a parlé. Donc ChatFT, c'est un algorithme, enfin c'est une intelligence artificielle générative, mais qui va avoir ce qu'on appelle, alors le terme est un peu technique, mais des FTIS. Des FTIS, c'est des ramifications en fait. ChatFT, c'est l'enveloppe, et à l'intérieur, il y a un certain nombre d'autres chats qui vont en ressortir. Par exemple, au sein de ChatFT, on va avoir des systèmes déviés comme par exemple Conclu IA. Conclu IA, c'est un outil. Demain matin, vous allez, c'est un peu ConverseFT, ça marche ensemble. Vous allez dire au demandeur d'emploi qui est en face de vous que vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour mener l'entretien. Et là, vous allez appuyer sur l'enregistrement. Et cet outil va enregistrer la totalité de votre échange avec le demandeur d'emploi, va en tirer des conclusions d'entretien qui vont rentrer bien dans le nombre de lignes que vous avez et un plan d'action. Charge à vous de savoir si vous allez l'utiliser ou pas. L'idée étant quand même qu'à terme, si vous ne l'utilisez pas et que vous mettez quand même bien plus de temps que le petit camarade d'à côté qui, lui, l'utilise, il est probable que votre responsable d'équipe vienne vous dire que quand même, vous ne menez pas suffisamment d'entretien. Parce qu'à terme, c'est ça. Parce qu'au bout du bout, la finalité, c'est bien les gains d'efficience et donc les baisses d'effectifs. Puisque à ce stade et avant même le projet de loi de finances là, dont on nous parle avec moins 500 postes, on nous a quand même dit qu'on allait perdre 3700 équivalents temps plein au niveau national. Et on va les gagner comment ? On va les gagner en utilisant entre autres l'intelligence artificielle qui est un des leviers qui va nous permettre de pouvoir gagner du temps. Et d'ailleurs, chaque temps est totalement
qualifier et calibrer. Par exemple, on y reviendra, mais on sait que Néo qui est une des branches d'intelligence artificielle. Alors Néo, c'est quoi? Néo, c'est un dispositif d'intelligence artificielle qui va permettre d'incrémenter les dossiers du demandeur d'emploi et de l'entreprise en prenant des données un peu partout, là où il se situe, sur l'ensemble du dispositif. Vous allez rentrer n'importe quelle information, elle va être immédiatement remise dans le dossier du demandeur d'emploi. Donc ça, c'est un des outils. Et Néo, on nous dit clairement qu'il va nous permettre de gagner 42 minutes. Donc les 42 minutes multipliées par, ça fait 100 équivalents temps plein. Voilà, c'est comme ça qu'on les cherche. Idem, donc ça c'est Néo. Les autres outils, alors on en a plein des outils. Hein. On en a pour les GDD aussi. Hein. On a pour l'indemnisation, on a le fait de simplifier l'upload des pièces. En fait, les pièces vont être mises systématiquement sur un disque qui va permettre de les traiter en grande partie. Et pour ça, ça nous permet de gagner 1h30 par GDD. Donc c'est très précis. Et c'est 350 équivalents temps plein. Voilà. Oui. Oui, c'est par semaine, chaque semaine. Ah, pardon, c'est par semaine. Je ne l'ai pas dit. Excusez-moi, vous avez raison, c'est par semaine. Donc, c'est 350 équivalents temps plein, agents, GDD, qui doivent être gagnés grâce à la simplification et l'amélioration de l'indexation des pièces. Voilà. On a plein d'autres dispositifs qui se mettent en place. On a évidemment Mistral, on a Concluse, donc on en a parlé. On a le ChatDoc, bien sûr. On a Rédac événements, alors ça aussi c'est intéressant. Ça c'est pour l'entreprise plutôt, et ça marche avec MatchFT. Donc MatchFT, c'est encore de l'intelligence artificielle. C'est un outil d'intelligence artificielle qui va permettre de pouvoir faire matcher une offre d'emploi avec des candidatures potentielles. C'est-à-dire qu'une fois que les critères seront rentrés, c'est l'intelligence artificielle qui va aller chercher les candidatures les plus intéressantes, qui va pouvoir ensuite, donc là ça peut être 100 candidats, admettons, et ensuite la machine va faire un échange de chat, de questions-réponses avec le demandeur d'emploi pour préciser son profil et préciser s'il répond bien aux critères exacts de l'offre. Une fois que la machine aura déjà fait la présélection, elle va soumettre à ce moment-là au conseiller 4 candidatures, ou 3, ou 5. En tout cas, c'est le conseiller qui va donner le nombre de candidatures à la fin, qui vont lui être soumises. Et c'est ces candidatures-là qui vont être soumises à l'entreprise finale. Donc ça s'appelle MatchFT. Voilà, le Tinder de l'emploi. Mais sauf que c'est la machine qui fera la présélection initiale. Et là, on voit bien que tous les biais. C'est-à-dire qu'un algorithme, on n'est pas certain déjà de sa réponse, mais une intelligence artificielle générative, encore moins. Dès lors qu'il y a eu des biais déjà dans la sélection précédente, il va reproduire ces biais-là. Donc ça veut dire des risques évidemment de discrimination et ça veut dire qu'on perd le sens de nos missions. Notre boulot à nous, c'est d'aller booster, d'aller mettre en avant des candidatures que l'employeur ne serait pas allé chercher par lui-même. C'est être capable de se dire, voilà, ce demandeur d'emploi-là, il n'a pas forcément le profil pile-poil, mais dans cette entreprise-là, moi, je sais que ça peut marcher parce qu'ils sont ouverts, parce que ça va bien coller avec le chef d'entreprise, parce que voilà. Et ça, l'intelligence artificielle ne le fera jamais. Donc on voit bien quand même que c'est extrêmement problématique dans un service public d'utiliser ce genre d'outils pour nous aider à mener à bien nos missions. Ça, c'est un vrai souci. Quel autre programme? Donc on a MatchFT, ChatFT, on a Néo, donc ça je vous en ai parlé, et on a CalifFT. CalifFT étant là encore un ensemble de possibilités capacitaires de la machine, d'incrémenter les dossiers à la fois de qualification pour proposer des formations et pour permettre aussi aux demandeurs d'emploi d'accéder lui-même aux produits de formation qu'il aura choisi. On voit bien là encore le risque qui en découle avec de l'auto-positionnement sur des choses qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui sont validées par la machine en fonction et du marché du travail et de l'offre d'emploi, puisque derrière, on a quand même ça, on a quand même le contrat d'engagement, on a quand même l'offre raisonnable d'emploi. On voit bien quand même si l'outil et la façon dont l'outil sera utilisé, on voit bien quand même les risques en termes de coercition
qu'il peut y avoir à terme sur le demandeur d'emploi. Et je ne parle même pas du service de contrôle de la recherche d'emploi qui, lui, fonctionne déjà sur la base de listings qui sont, et ça, la Quadrature en a parlé, Alex en a parlé tout à l'heure, de listings qui sont fournis au niveau national de candidats potentiellement fraudeurs qui pourraient, le cas échéant, venir être susceptibles de commettre plus de fraude que d'autres, ou en tout cas qui répondraient aux exigences de l'algorithme qui pourraient être sur des critères de plus en plus variables. Alors, par rapport à cette journée, tout à l'heure, je vous disais qu'on ne va pas faire un glossaire avec un dico parce que c'est un peu soporifique et que voilà. Par contre, ce qui revient là dans les échanges et qui peut être intéressant à développer, c'est notre expertise sur le sujet, hein, notre expertise parce qu'on est des représentants du personnel, mais parce qu'on est aussi des professionnels de l'emploi et qu'on travaille en lien avec notre milieu. C'est de pouvoir travailler, alors on ne va peut-être pas vous faire lire tout le rapport de l'expertise, à moins que vous ayez vraiment des insomnies. Voilà. Mais par contre, nous, on veut bien travailler à une synthèse des éléments clés, les dangers, et de pouvoir vous faire un peu une cartographie des outils de l'intelligence artificielle qui se développent avec ce qu'on identifie du coup comme risque potentiel, et pour vous mettre en alerte et pouvoir du coup le proposer à l'ensemble de vous, hein, déjà en premier lieu, parce que vous êtes venus, et donc voilà, mais aussi de pouvoir le mettre à profit avec les personnels pour qu'on puisse justement développer ce débat collectif et démocratique sur notre contenu de travail. Ça nous semble important. On va aussi, en lien avec Marc et Damien, aussi pouvoir mettre à disposition de la documentation par rapport à leurs interventions, hein, si ça peut aider certaines et certains aussi à pouvoir y retravailler. On a capté toute la journée la conférence. On va maintenant avoir du coup Bastien qui va nous travailler du coup les interventions pour là aussi les mettre à disposition, pouvoir revenir du coup lors des conseils départementaux ou lors de notre future assemblée générale aussi sur ce sujet-là, hein, parce que c'est un sujet d'avenir et c'est notre préoccupation première, donc c'est revenir avec vous sur l'intelligence artificielle. Donc on va continuer notre boulot par rapport à ça. Et du coup, la petite phrase qui va terminer notre journée de conférence. L'IA promet l'efficacité, oublie l'humain. La FSU Emploi assure la réalité. Et comptez sur nous pour faire parler votre réalité de travail, vos conditions de travail et la plus-value que l'on amène pour toutes et tous. Alors, en termes de planification, on a fini, hein. On va vous libérer. Le 25 novembre, journée internationale de lutte contre l'éradication des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux minorités de genre. La FSU Emploi, comme à son habitude, organise une journée spéciale d'échanges et de débats avec des chercheuses, des enseignantes autour de ces sujets-là. Et donc, vous pouvez y participer. Si vous n'êtes pas encore inscrite ou inscrit, n'hésitez pas à revenir vers nous. On arrivera toujours à trouver une solution pour vous permettre d'y participer. Comptez sur nous là aussi. Voilà. Ensuite, nous avons les conseils départementaux de fin d'année hein, qui se font sur l'ensemble de nos départements. N'hésitez pas à revenir du coup vers les délégués syndicaux pour avoir la bonne date et pouvoir participer. N'oubliez pas non plus notre merveilleux appli France Travail. Nous sommes les seuls à développer une appli qui permet d'être informé surtout tout le temps et d'avoir une information fiable, bien évidemment. Pas de fake news avec la FSU Emploi, que la réalité. Donc n'hésitez pas à télécharger et n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore adhérents ou adhérentes à la FSU Emploi, c'est un petit geste, mais qui fait beaucoup pour préserver nos conditions de travail. Voilà. Et merci d'avoir participé avec nous. Voilà. Et à très bientôt.